Ahora te voy a agradecer. Estamos live. En un rato ya vamos a estar. Bien. Bicho, si quieres ya puedes compartirlo. En el mientras que yo presento. Hola chicos. Hoy tenemos aquí con nosotros un invitado súper especial y quiero agradecerte muchísimo, Guilhem, para estar aquí con nosotros. Hola a todos. Claro. Y tenemos también a Alejandro Bicho Villarreal, que quiero agradecer también para ponernos en contacto con Guillem. Pues hola Alejandro, hola Guillem y gracias a los dos, de verdad. Hola Guillem, buenas tardes. Hola. Ya, entonces, Guillem, te explico un poquito, bueno, explico a todo un poquito cómo lo vamos a hacer. Guillem habla español, entiende español. ¿Y catalán también? ¿Una miqueta? Una miqueta. Una miqueta, claro. Como yo, una miqueta, como yo. Entonces, yo voy a hablar, a hacer las preguntas en español, después la repito en francés y Guilhem nos contestará en francés y después yo haré un pequeño resumen para la gente. También le pedimos a todos nuestros amigos de hacer preguntas, así no va a ser aburrido como solo yo y Alejandro, pero tendrás preguntas de la gente que te sigue, que es lo más importante al final. De acuerdo. ¿T'as compris tout? Oui, tout. Fantastique. Très bien. Donc, je voulais commencer Normalement, moi, je fais cette petite interview avec des gens de club ici, d'Italie, etc. Et normalement, au début, il faut les présenter. Mais je pense que dans tout cas, il ne faut pas te présenter. Parce que... On ne sait jamais. Il y a peut-être certains qui ne connaissent pas. Donc, okay, donc... Guillem Guirado, du coup, ancien international, parce que j'ai pris ma retraite, qui a joué à Perpignan, à l'USAP. Je suis parti à Toulon aussi. Et là, je viens de signer à Montpellier, donc pour 3 ans. Et du coup, en ce moment, comme tout le monde, on reprend le sport doucement, mais on vient de sortir du confinement et on va dire qu'on reprend avec précaution pour pas qu'il y ait de soucis de santé, donc on fait très attention. En plus, après je vais traduire, mais en plus, toi, tu viens d'une blessure, non? Oui. Comment ça va ta santé, quoi? Très bien, en fait. J'étais en phase de reprise les 2 semaines juste avant qu'on parte en confinement. Donc, j'étais prêt à reprendre pour la fin mai. J'avais commencé les entraînements en collectif. Et le week-end où je devais reprendre et pouvoir peut-être jouer, on est reparti en confinement. Donc, un petit coup d'arrêt encore, mais ça m'a permis de travailler encore physiquement pour revenir bien comme il faut et puis pouvoir aussi travailler mes épaules aussi pour que j'ai un maximum de renforcement pour préparer la saison qui va arriver. Perfecto. Bueno, traduzco muy rápidamente. Al principio se ha presentado, pero bueno, broma aparte, de verdad, no hace falta presentar a Guillem. Dice que jugó en el USAP. Tú eres catalán, ¿no? Tu es catalán, ¿no? Oui, je suis né à Serres. Ok. Yo habito a Ceret. Ouais. Sí, au-dessus de Serres, un petit village de 2000 habitants. Arles-sur-Tech. Viene de un pequeño pueblo de 2000 personas al lado de Ceret, Arles-sur-Tech, y bueno, y jugó en el USAP, jugó en Toulon, y atención, nos ha dicho ex internacional de Francia, porque después del último mundial decidió dejar la selección, le 15 de France. Y ahora está en Montpellier.
donde empezó solamente un partido, ¿no? Un partido, Guilherme, en Montpellier. Sí, nada más que uno en Toulon. En Toulon, en Toulon. Sí. Jugó solo un partido contra su ex equipo en Toulon, donde te lesionaste, ¿no? Sí. Donde se lesionó y ahora, bueno, con todo eso del pagón y tal, está ya en plena forma, está para jugar, ya había hecho entrenos colectivos y esperando de volver al campo. Vale, Alejandro, si tienes tu pregunta, yo voy más de traductor hoy, porque si no es un follón. Vale. Yo te quiero hacer una pregunta y después te la voy a argumentar. Después que me contestes, obviamente. Me gustaría saber, en Francia, a los 8, 6 años, 10 años, cuando un chaval, cuando un nene empieza, o una nena, empiezan a jugar al rugby, ¿cuál es su sueño? ¿A qué me refiero? ¿Le gustaría jugar en la primera del club de su pueblo, en la primera del club de su región, llegar al gallo, o ser profesionales, ya piensan desde muy chiquito vivir del rugby? Bon, je vais tout redire. Ouais, parce que j'ai pas entendu le début, ça a coupé, du coup, j'avais pas Internet. Ok, pas de problème, je vais tout traduire. Ah si, ça peut être aussi intéressant. J'ai compris la fin, mais j'ai pas commencé le début. Bon, je vais tout traduire, ainsi ça va être aussi intéressant pour celui-là qui ne parle pas espagnol de savoir la question. Et il te demande qu'est-ce que c'est le rêve d'un petit gamin qui commence à jouer au rugby, mais non en France. Est-ce que c'est de jouer son club, de jouer dans la sélection de France, de jouer dans la sélection régionale? Qu'est-ce que tu penses? Et qu'est-ce que c'était ton rêve au début et qu'est-ce que c'est maintenant pour les gamins qui commencent à jouer? Ben, c'est vrai que pour moi, ça s'est passé comme ça, en fait. Ça s'est fait par étapes. Et en fait, je me suis fixé des paliers. Donc pour moi, le rêve, ça a été quand même de jouer pour le club phare de ma région, de mon département, qui était Perpignan, où j'ai eu la chance d'aller voir un premier match où il y avait énormément d'ambiance. C'était en 1998 et c'était au stade du rugby, mais à 13, au Gilbert Brutus, parce que Aimé Giral était en travaux. Et j'étais allé voir un match de phase finale. Et bon, là, déjà, il y avait la ferveur catalane que vous connaissez un petit peu avec tous les drapeaux et tout ce que l'on peut connaître. Et en fait, c'est ce qui m'a donné envie de jouer pour le club phare. Après, j'avais des rêves, bien sûr, de jouer pour son pays. C'est quelque chose de fabuleux et qui vous permet de vous accrocher à ces rêves et de se repousser à chaque fois des limites encore plus fortes. Et en fait, ça s'est fait par palier. Il y a des âges aussi où le rugby prend énormément de temps et de proportions, en fait, par rapport à ce que vous faites et ce que vous représentez. Donc voilà, au début, moi, à 15-16 ans, c'était pour jouer dans le club phare qui était dans les catégories jeunes, donc c'était à l'USAP à Perpignan. J'ai réussi à y jouer. Et après, c'est vrai que au fil du temps, on joue contre les meilleures équipes du championnat. Et après, du coup, il y a les sélections jeunes aussi. En fait, les sélections de l'équipe de France, je pense qu'il y a pareil aussi avec l'équipe d'Espagne. Et en fait, ça vous donne envie de jouer pour votre pays. Mais après, ça reste à échelle où vous jouez pour des sélections jeunes. Donc, c'est pas aussi représentatif. C'est bien, c'est une fierté, mais c'est pas la même chose que quand vous jouez vraiment pour l'équipe première de votre pays. Et en fait, ça se fait par palier. Et en fait, plus vous évoluez dans l'âge, plus vous grandissez, et plus ça vous donne envie et ça vous donne de quoi nourrir votre travail d'effort, de tout ce que vous faites au quotidien. Et c'est comme ça que moi, je me suis formé, je me suis inspiré pour à chaque fois viser plus haut. Alors, au bout d'un moment, on se dit que c'est plus possible. Mais en fait, il faut toujours viser l'impossible. Comme ça, au moins, on n'est jamais déçu. Et on voit que par le travail, dans la vie, il n'y a pas de secret. Ça réussit. Un jour ou l'autre, ça réussit. Entonces, merci beaucoup, Guilherme. Entonces, nos explica que al principio el sueño ha ido por etapas. Entonces, al principio el sueño era jugar por su club,
jugar por su club y después, por supuesto, cuando empiezas a estar convocado por las selecciones juveniles, entonces el sueño divide más jugar por la selección de la región, pues por la selección de Perpiñán y luego cuando entiende que tiene posibilidades de representar a tu país, esto es un sueño enorme y que hay que intentar, ha dicho algo de muy, muy bonito, que te das cuenta que no hay nada de imposibles. Y entonces, en ese momento, es el momento en el cual empieza a soñar de representar a tu país. Je traduis bien, oui, t'as compris, non? J'ai oublié rien, non? Non, c'est très très bien, c'est parfait. Et du coup, je pensais jamais être un jour le capitaine de l'équipe nationale. Et ça, c'est bon, ça c'est pas question que ce soit un rêve, c'est une fierté. Mais c'est vrai que dans un sport collectif, c'est difficile en fait de rêver d'être capitaine parce que personne ne l'est, encore plus dans le rugby, mais je pense que même dans le foot ou dans le basket, c'est pas quelque chose que les joueurs recherchent au fond d'eux en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vous tombe dessus et que vous vivez à travers cela. Mais c'est vrai que pour la famille et pour vous, ça vous aide à mûrir et d'être encore plus fier et encore plus être représentatif et exemplaire de ce que vous êtes et de ce que vous faites. Y él nunca no ha tenido el sueño concreto de ser capitán. Ser capitán es algo que te cae por encima. No eres tú que te nombras capitanos, pero por supuesto es un orgullo increíble para ti, para tu familia, y es un orgullo que hay que llevar con mucha gana, con mucha fiereza. Y ahora, para que lo que le expliqué, de argumentarle por qué le preguntaba esto, es porque Guillem sabe que yo soy argentino. A nosotros, con él nos presentó el Corcho, Fernández Lobe. Sí. Nosotros en nuestro país, en Argentina, vivimos muchísimo el rugby amateur, el rugby de club, y ahora en los últimos años nos encontramos que, según lo que me dicen los dirigentes actuales de los clubes de Argentina, que yo cuando era chico, yo soñaba con jugar en el primer equipo de mi club y tratar de representar a mi provincia. Que ahora con los Jaguares del Rugby Championship, con la profesionalización de los Pumas, de los Jaguares, que los chicos de chicos quieren llegar a ser Jaguares o llegar a ser Pumas, ¿sí? Saltándose el paso intermedio, el ABC, que es jugar en la primera de tu club. Por eso te preguntaba si, como en Francia, el profesionalismo hace muchos años que está instaurado en el rugby, si él veía un paralelismo con lo que está viviendo Argentina en este momento. Bon, Guillaume, je vais traduire très très vite, plus pour le monde que pour toi, parce que je crois que tu as compris tout. Donc, ça qu'il dit Alejandro, c'est très simple, il dit qu'en Argentine, maintenant, comme qu'il y a du professionnalisme, les gamins, ils pensent plus à être professionnels, donc à représenter les Pumas ou les Jaguares, et ils se oublient un petit peu le chemin qu'il y a pour y arriver, donc représenter à ton club, représenter à la sélection régionale. C'est vrai que c'est le problème en France aussi, hein, parce qu'on s'en aperçoit dans les clubs qui sont formateurs ou les clubs qui aujourd'hui ont pris le pas du professionnalisme, où ça s'est un petit peu perdu tout cela. C'est vrai que maintenant, des fois, il y en a qui le font le rugby parce que ça fait rêver et que ça peut permettre à prétendre avoir une carrière professionnelle. Mais en fait, il faut garder en tête que ça doit être vraiment un rêve de gosse et une passion, en fait, une envie, une passion. Parce que ça sert à rien de vouloir faire du rugby pour être célèbre, pour gagner de l'argent ou quoi que ce soit. Il faut aimer faire du rugby parce que c'est votre passion et parce que vous aimez jouer avec vos amis et que vous aimez représenter quelque chose de fort
Et voilà, je pense que même moi, quand j'étais jeune, le club phare, c'était des gens que j'admirais et qui m'ont donné envie. En fait, c'était des exemples un petit peu sur le fait que quand on est jeune, on rêve de ça, en fait, de pouvoir jouer à ce niveau, mais juste pour se faire plaisir, pas tellement pour être connu ou pour gagner beaucoup d'argent, en fait. Et ça, Sí, il faut qu'on l'inculque pour les jeunes parce que c'est vrai que ça se perd et aussi, c'est aussi dû et que c'est à cause des, du mode de vie que l'on a par rapport aux réseaux sociaux, en fait. Parce que c'est vrai que les jeunes aujourd'hui de 14-15 ans, pour eux, ça fait moins rêver parce qu'ils ont l'impression de connaître les joueurs ou de connaître ce mode-là parce qu'ils regardent des vidéos. Ils regardent des vidéos, ils peuvent suivre des joueurs et ils pensent que ça fait rêver. Mais en fin de compte, il faut qu'aussi ce soit lié à l'éducation qui vous permette de vivre ce rêve, mais pas à travers le téléphone. De vivre ce rêve, mais dans votre tête, en fait, de vous l'imaginer, parce que c'est ce qui est le plus fort, en fait, c'est de pouvoir partir avec un ballon dans un champ et se dire qu'un jour, on jouera. C'est comme si on était au milieu du Stade de France, en fait, et qu'on jouera un match impressionnant ou pour un Pumas, un futur Pumas, qui se dit un jour qui jouera à Buenos Aires devant je ne sais pas combien de milliards d'Argentins et qui sera fier de représenter son pays et sa famille. C'est comme ça, en fait, qu'il faut le percevoir, mais il faut le préparer aussi. Je pense que c'est lié à l'éducation. Et ça, j'espère que les formateurs, et que ce soit en France, mais dans tous les pays du monde qui véhiculent les valeurs du rugby, il faut que ça perdure et il faut que ça reste dans ce sens-là. Et non pas de vouloir à tout prix faire une carrière et de vouloir à tout prix tout gagner. Et voilà, je pense qu'il y a des moments où on apprend plus dans le rugby que l'on tire des leçons. Es muy bonito lo que acaba de decir Guilhem y básicamente para resumirlo es que ese problema hay también en Francia. En Francia también los chicos empiezan ya a pensar que pueden llegar muy lejos, pero piensan a eso desde un móvil, mirando imágenes, mirando vídeo, entonces se piensan que pueden ya llegar allá. Tendría que ser la base de todos, primero, la pasión. Ha repetido esta palabra 2 veces, pues la pasión. Y segundo, intentar de soñar a eso, pero no con las imágenes vídeo, no con la televisión o con el móvil, pero viviendo esa pasión. Él dice, con una pelota te sales, te vas en un campo, aunque sea vacío, y te imaginas que eres en el centro del Stade de France o de la cancha de Buenos Aires o qué sé yo, del central aquí de Madrid y soñar de estar y vivir en ese momento. Pero que eso sea algo de vivo y no de artificial. Más o menos eso, ¿no, Guilhem? Sí, vale. Guilhem, il y a une question que moi je fais tout le temps à tous les invités. Est-ce que tu te rappelles du premier jour de rugby? Le premier jour. Y le pregunté a Guilhem lo que preguntamos siempre, si se acuerda su primer día de rugby. En fait, moi, je me rappelle, j'ai une image, en fait, où le premier match que j'ai fait, enfin, qui m'a marqué, c'était quand j'avais 6-7 ans, c'était la première année où je joue au rugby. Et ma mère, elle avait la vidéo. En fait, je vais dans le bus et je perds ma première dent. La première dent. Je joue dans le bus et je perds ma première dent. Du coup, je la cherche et je la garde dans mon sac. Et l'après-midi, donc, on s'échauffe, on va pour jouer le match. Et au bout d'un moment, ma mère, elle me filme. Et au bout d'un moment, il y a le match, il continue, ils sont en train de jouer. Et moi, je suis arrêté au milieu du stade, là où il n'y a plus personne. Hein, je suis à 10 ou 15 mètres de tous les joueurs. Et je suis en train, par terre, de ramasser quelque chose. Et en fait de compte, j'avais perdu la deuxième dent au moment du match. Tu l'avais perdu pour un contact ou tu l'avais perdu comme contact. Okay. Sur un contact. Okay. Et à la fin du match, du coup, je vais voir ma mère. Et au moment où je souris, eh ben, j'avais plus les deux dents devant. Et c'est vrai que ça me reste une belle image de mes 6-7 ans. Quoi. C'est là où on découvre le rugby. Et à cet âge-là, moi, j'avais perdu du coup mes deux dents. Et je me rappelle de cette photo où j'avais la coupe au bol et j'avais les deux dents du coup tombées par terre. Et c'était marrant parce que je ramassais pendant que mes copains jouaient au rugby.
Trobo. Entonces, Guilherme nos cuenta que el primer partido de rugby estaba en el bus y tenía 6 años, ¿no? Me dijiste. Seis años. Y le se cae el primer diente. Y llega al campo, juega el partido y en un contacto le se cae un otro diente. Y su madre estaba grabando el partido y un momento Guilhem va a saludar a la mamá y la mamá lo ve sin los dos dientes. Y eso es su primer acuerdo de un partido de rugby. O sea, muy, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Tenemos preguntas también del público. Esteban Peloso, que lo saludamos, que siempre nos escucha y tal. Antes de llegar a ser un profesional de rugby, ¿qué sería o qué le hubiera gustado hacer o estudiar? Y la misma pregunta, ¿qué le daría o consejo le daría a un jugador juvenil con muchas calidades y proyección que estudia y se ve en la disyuntiva de intentar seguir su carrera de rugby? Entonces, ¿t'as compris la question? Ouais, j'ai compris. Bon, je vais la traduire très vite en français. Oui. Esteban Peloso, il nous demande si, au-delà du rugby, est-ce que tu aurais voulu faire quelque chose d'autre ou étudier quelque chose d'autre et quel conseil le donnerait à... Je ne parle pas trop bien en français non plus. Quel conseil il donnerait à un jeune qu'il a du talent et il veut commencer la carrière de rugbyman? Alors en fait, moi j'ai eu une blessure quand j'avais 15-16 ans. C'était la deuxième année où j'étais à Perpignan. Et du coup, je me suis blessé. Bon, c'était pas trop grave, mais j'ai mis quand même 2-3 mois à revenir. Mais ça s'est pas bien soigné en fait. J'ai repris, mais j'avais encore mal. Et du coup, j'ai fait une année quasiment blanche. Et c'est vrai que moi, je rêvais que d'une chose, c'était de devenir joueur de rugby et devenir professionnel. Et enfin, je voulais en vivre forcément. Donc, c'était mon rêve le plus beau. Mais en fin de compte, à ce moment-là, ma mère, qui, comme une maman, a voulu me protéger aussi et m'a fait comprendre que le rugby, c'était beau d'avoir des rêves, mais qu'il fallait aussi assurer ses arrières et que le plus important, c'était aussi de valider par rapport à des études, en fait. Et du coup, j'ai travaillé très dur en fait pour avoir un maximum de bagages techniques et de diplômes en fait. Donc j'ai réussi à avoir mon bac et je l'ai validé avec un DUT. Et en fait, je me suis rendu compte à 15-16 ans que c'était fragile et éphémère en fait. Que le rêve d'un gosse pouvait s'écrouler parce que d'une part, tout le monde veut devenir professionnel à cet âge-là. Mais il n'y en a pas beaucoup, il y en a peut-être que 1, 2, voire 3 par génération. Et que du coup, il fallait être aussi bon en sport que dans les études pour pouvoir avoir autant de bagou sur un terrain que si jamais je devais travailler dans la vie de tous les jours en tant que salarié. Donc par rapport à cela, c'est vrai que ça m'a permis aussi d'avoir les pieds sur terre. C'était quand même très important. Et pour un conseil pour un joueur, c'est surtout de prendre du plaisir, de s'amuser avec ses copains. Parce qu'après une carrière professionnelle, c'est tellement fragile. Parce que voilà, des fois, il y a des joueurs qui sont meilleurs que vous à votre poste sur une génération. Il peut y avoir, je sais pas, 4-5 joueurs qui sont aussi forts que vous. Après, c'est aussi lié à l'opportunité par rapport au monde professionnel qui fait que des fois, moi j'ai commencé en équipe première à l'USAP parce qu'il y avait 2 joueurs blessés. Donc si jamais ces joueurs ne s'étaient pas blessés, peut-être que j'aurais jamais eu ma chance à l'USAP et j'aurais dû partir à un niveau inférieur ou dans un autre club. Donc c'est aussi une histoire d'être sollicité et d'opportunité en fait. Donc la seule chose qu'il ne faut pas oublier pour prétendre à vouloir faire du rugby, si jamais on veut faire une carrière, c'est surtout de s'amuser et de travailler très fort, mais surtout de s'amuser avec ses amis parce que c'est la chose la plus importante qui vous unira et qui vous permettra de vous ancrer de ces valeurs qui sont fortes dans les sports collectifs en tout cas. Parce qu'on parle du rugby, mais voilà, je sais que dans le foot, c'est aussi fort, même dans le basket. Voilà, je sais qu'il y a aussi de très belles valeurs. En France, il y a beaucoup le handball aussi. Je sais que c'est fort en Espagne, à Barcelone. Et du coup, c'est quelque chose qui doit vous animer et qui doit vous habiter, quoi.
Bon, entonces, bueno, voy a reducirlo. Guillem ha tenido un año de parón porque a los 15 años tuvo una lesión y entonces en ese año sus padres y tal le han explicado que era muy, muy importante asegurarse un futuro. Y entonces, porque nunca no sabe lo que va a pasar. Y entonces, él sí que sabía toda su vida que hubiera sido y hubiera querido ser un jugador de rugby, pero se garantizó, decimos, el futuro, terminando bien los estudios, terminando el BAC, la selectividad, creo que es aquí en España, y bien. Y entonces, el gran consejo que le daría a un chico con talento es de divertirse, de pasárselo bien con sus amigos, porque esto es lo más importante jugando a rugby, porque eso es el único motor que te lleva después a poder conseguir lo que estás buscando conseguir. Entonces, vuelve con ese tema muy, muy importante de no pensar demasiado cuándo vas a ser profesional, pero pensar de pasártelo bien en los entrenos y trabajar todo lo que hay que trabajar, pero pasártelo bien. Vale. Hago la última pregunta yo, Alejandro, y después te dejo a ti si tienes preguntas. Si te parece bien. Vale, me han hecho, hablaste del USAP, Guillem. Como tú sabes, aquí en Barcelona hay muchos hinchas del USAP. Y hoy un amigo, un compañero de entrenos con el cual entrenamos los chicos de sub-16, me ha dicho, oye, tiene que preguntarle si el USAP no hubiera caído en Pro D, si te hubiera gustado hacer toda tu carrera en el USAP. Donc, je vais te traduire très vite. Ici en Barcelone, on a beaucoup de fans de l'USAP et aujourd'hui, un copain, il m'a dit qu'il fallait te demander est-ce que tu aurais bien aimé de rester dans l'USAP dans le cas où l'USAP il serait resté en top 14, donc de faire toute ta carrière dans l'USAP. Ouais, moi j'aurais aimé faire ma carrière dans un seul club. Pour moi, j'avais que cet objectif-là. Hein. Pour moi, ça paraissait inconcevable en tant que Catalan et de Perpignan, de partir du club qui m'avait formé et qui m'avait permis de devenir le joueur que j'étais. Après, ça s'est pas très très bien passé avec les dirigeants. Donc voilà, ça a été un déchirement, mais je suis parti à Toulon. Mais du coup, je me suis rendu compte aussi, voilà, que de partir dans un autre club, ça vous permettait d'évoluer aussi plus rapidement, que les gens pouvaient avoir aussi un regard différent sur vous. Et ce qui est sûr, c'est que ça m'a forcément apporté, donc j'en suis fier. Mais je suis très reconnaissant par rapport aux joueurs qui arrivent à faire toute leur carrière dans un club et qui soient exemplaires. Il y a par exemple à Perpignan qui l'a fait. Il y a à Clermont-Ferrand, il y a Aurélien Rougerie aussi qui a été quelque chose d'exemplaire. Et voilà, je sais qu'il y a Fulgence Drago aujourd'hui qui est encore à Montpellier. C'est des joueurs qui sont très importants, qui ont un charisme très très fort. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le professionnalisme, ça paraît presque inconcevable et ça paraît presque très compliqué parce que d'une part, le niveau est très très élevé, donc c'est toujours difficile de pouvoir être toujours au top niveau. Et parce qu'aussi, à un certain moment donné, dans une carrière, en fait, il y a des paliers où vous continuez à évoluer et il y a des paliers qui vous permettent de passer dans une autre dimension. Et c'est vrai que moi, en partant à Toulon, je ne pensais pas que ça me propulserait autant. Mais en ayant été sollicité par Toulon et en ayant joué pour ce club, ça m'a permis de retrouver l'équipe de France et d'élever mon niveau et d'avoir ce deuxième pan de carrière que j'ai pu avoir. Donc, ce n'est pas un regret, mais c'est vrai que ça a été très compliqué quand j'ai dû annoncer que je partais de Perpignan, que ce soit à la famille, aux amis ou à mes proches. Sí, dice Guillem que sí que le costó muchísimo salir del USAP. Le hubiera gustado quedarse toda la vida en un club,
pero bueno, pasó lo que pasó, tuvo un poquito de problemas también con la dirigencia y tal, pero por otro lado está muy contento de haber ido a Toulon porque ahí ha podido progresar mucho y al final tiene mucho respeto para los jugadores que se quedan toda su vida en un club, pero en el mundo del profesionalismo pueden pasar muchas cosas y al final está contento de cómo han ido las cosas, pero sí que tiene mucho respeto para los jugadores que se quedan toda la vida en un club y es algo que sí que le hubiera gustado. Alejandro, a ti. ¿Voy yo? Vas. Vale. A ver, con respecto al top 14, por ahí es como agresivo saber que de acuerdo al presupuesto que tienen los clubes, más o menos de entrada vos sabés quiénes van a ser los 4 o 5 equipos que van a luchar por salir campeones y los equipos que por lo general lo que le pasó al USAP hace 2 temporadas, que subió, no tenía buen presupuesto y obviamente bajó. ¿Cómo lo ve él? Si se podría eso, no sé, medirlo de alguna forma para que no sea tan evidente que mande el dinero. Vale. Alejandro, il demande est-ce que tu penses que dans le top 14, ça serait bien essayer d'équilibrer un petit peu comment ça se dit, l'argument du budget des équipes, la différence, parce qu'il a des équipes avec un budget très gros et des équipes avec un budget beaucoup plus petit qui n'ont presque pas de chance de gagner le championnat. En plus, toi, Guilhem, tu es aussi représentant des joueurs, non? Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est intéressant ton opinion sur ça. En fait, si vous voulez, il y a plusieurs règles et règlements qui ont été mis en place par rapport à ça pour essayer de gérer et que les plus gros clubs avec les plus grosses ressources financières se restreignent à ne pas dépasser le salary cap et pour essayer d'équilibrer. Sauf que maintenant, aujourd'hui, il y a 10 équipes qui peuvent prétendre à avoir de gros moyens pour recruter et avoir de grosses équipes pour jouer le championnat et pour gagner le championnat, donc pour rentrer dans le top 6. Donc il y a à peu près 10 équipes. Et après, il y a les autres équipes qui ont un autre modèle un petit peu différent, qui ont beaucoup moins d'argent, mais qui sont des clubs avec un très fort caractère et une très forte histoire et qui arrivent à survivre et qui se battent avec leurs moyens. Mais je pense comme des clubs comme Agen, forcément Perpignan qui fait un petit peu le yo-yo aujourd'hui, c'est des équipes qui ont un énorme passé, mais on voit aujourd'hui que c'est quand même les équipes et les villes où il y a quand même beaucoup d'argent et que les ressources financières sont quand même assez larges pour pouvoir subvenir à ces moyens. Et du coup, c'est vrai que tous les clubs historiques sont soit souvent descendus en deuxième division, ou à contrario, il y a des clubs qui n'étaient pas forcément très rugby, mais qui se sont développés et qui se sont accrochés au professionnalisme, comme des clubs de deuxième division, comme Oyonnax par exemple, ou Soyeo à Angoulême, qui eux ont flirté avec la troisième division et qui sont montés dans la deuxième division, et même Oyonnax en première division, et qui ont su se structurer pour pallier et arriver à absorber ce petit niveau ou cette petite différence qu'il peut y avoir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très compliqué à gérer pour le championnat français parce que les équipes sont de plus en plus fortes. Entonces, lo que dice Guilhem es que sí que hubo cosas que están hechas y parámetros para que eso no pase. Hay un salary cap, como en la NBA, como en América y tal, pero hay 10 equipos
hoy como hoy que sí que pueden competir por el título. Entonces, ya un poquito este trabajo está haciendo. Y también hay equipos que suben, que quizás aún no tienen el presupuesto muy grande, pero son equipos muy tradicionales de rugby. Y estos también en unos cuantos años pueden a veces ir a competir. Y después nombró varios equipos y bueno, de estos que están subiendo, que están bajando y que pues sí que hay un poco de competición. Vale. Guilhem, on va vers la fin, que je ne vais pas te prendre trop du temps, pero quería hacerte una pregunta, si es posible, sobre tu rol, porque esta pequeña página que hemos abierto hace una semana también quiere dar consejos muy concretos a los chicos que se están entrenando y a los entrenadores. Esta semana hemos tenido un montón de talonas y tú eres talonador. Sí. ¿Qué consejo le daría a un talonador específico para desarrollar su rol y qué especificidad tiene tu posición? Bon, je lui demandé à Guilhem très vite de conseils pour les jeunes talonneurs qu'il veut faire la carrière dans cette position-là. Bon, déjà, ben forcément, la première des choses, ça va être de pouvoir gérer les joueurs à ses côtés. Donc, pour rappeler un petit peu, le talonneur, il est au milieu de la mêlée. Mais il a les bras en croix, en fait, un peu comme le Christ. Et il va rentrer dans la mêlée avec 2 joueurs à côté et 2 joueurs derrière lui, avec les 2 sur la ligne. Donc, il faut qu'il ait énormément confiance et il faut qu'il soit aussi leader par rapport à cela parce que c'est avec eux qu'il va pousser. Donc, il faut qu'il les sente, mais il faut qu'il les encourage et qu'il les motive aussi pour leur faire prendre conscience que lui, il est en danger et qu'il est au milieu de tout cela et qu'il va falloir qu'il soit solidaire avec ses copains parce que sinon, il va avoir des grosses difficultés. Voy traduciendo, sí. si no va a ser complicado. Lo primero es que él es en el medio de la melee y entonces es como un Cristo, dice. Tiene los 2 pilares a su lado, pero también tiene las 2 segundas líneas. Y dice, él tiene que liderar ese grupo de jugadores. Y tiene que animarlo, tiene que liderar los primeros 5. Los 5 de adelante, para citar nuestro amigo Diego Pacheco. Y darle que ellos sepan que él está también en peligro, porque es el único que no puede cogerse por ningún lado. Bon. Et qu'on sait très bien que les 3e lignes ne poussent jamais. Y sabemos, de todas maneras, sabemos muy bien que las terceras no empujan, pues otros no hay. Et après, au niveau du lancer, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent par rapport au lancer, en fait, il faut s'entraîner sur des cibles un peu mouvantes. Parce que bon, le mieux, c'est d'avoir en fait un geste propre. Donc, le mieux pour s'entraîner, c'est de s'entraîner sur un panier de basket, par exemple. Okay. Donc, sí, dice, y otras cosas, entrenar los lanzamientos. Y sería bien entrenarlo con target móviles también. Y dice, por ejemplo, se puede entrenar con pelota de básquet. Et ouais, du coup, avec le panier. Du coup, c'est no, pelotas, perdóname. Con el tablero de básquet. Ça, c'est la cible fixe. Et après, pour la cible mouvante, vous pouvez demander à quelqu'un de prendre comme une épuisette ou un manche en balai et en fait de rester sur place et de lever le balai et vous lancer en même temps. Comme ça, en fait, ça vous permet de visualiser vers la hauteur et la zone que vous devez lancer. Parce que souvent, il faut que le lancer soit synchronisé, donc qu'au moment où vous lanciez, le sauteur soit en train de sauter pour qu'il puisse le rattraper au moment où il est le plus haut. Donc, c'est pour ça qu'il faut réussir à se synchroniser dans ce sens. Donc, il faut travailler et son geste de manière répétitive et sur une cible directive qui ne bouge pas, et aussi pour visualiser et voir plus loin à la hauteur où peut être avec des cibles mouvantes.
Y encima, el tablero de básquet, por supuesto, es un target fixo, pero también se puede utilizar un compañero de entreno, un amigo y tal, y pedirle que nos levante, bueno, no sé cómo es la palabra en español, un palo, el baile ese que nos levante, lo que se utiliza para limpiar, no sé cómo es en español. Que levante el palo. Y así con diferentes distancias para trabajar, porque lo más importante de todo es la coordinación entre el salto del saltador y el lanzamiento del talonador. Sachant qu'en match aussi, des fois, il peut y avoir les sauteurs en face qui peuvent sauter. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir avoir un geste répétitif et avec des cibles mouvantes parce que c'est pas comme un buteur qui, lui, va s'entraîner que face au poteau. Les poteaux ne bougent jamais. Donc, lui, son geste, il est répétitif, mais il est facile à exécuter. Nous, il faut qu'il soit répétitif, mais il y a des variables au milieu où il peut y avoir des choses qui le dérangent. Donc, c'est pour ça qu'il faut travailler très, très dur. También, empiezo desde última frase. Hay que trabajar muy, muy duro. Porque a diferencia de el que patea a palos, el talona tiene... eso es el palo. Sí, el palo. ¿Cómo se llama, Alejandro, en español eso? ¿Cómo se llama? Es como una fregona eso. ¿Qué? Sí. No. Vale, una fregona es en argentino, creo. Pero bueno, un palo. Un palo, vale. Y lo que es muy importante es que la diferencia entre un pateador a palos y un lanzamiento de un talonador es que el talonador tiene siempre variable en el lanzamiento. Y entonces hay que trabajar mucho esta variable. Por ejemplo, un chico, el saltador del equipo contrario, que quiere robarle la pelota. Bueno, eso es. Trabajar mucho. Vale, Guilhem, ya vamos, no quiero robarte demasiado tiempo, ya es más que 40 minutos. Está muy bueno. Pero tengo la última pregunta, que es la última que la hago a todos y tú no te vas a escapar. ¿Cuál es tu momento más bonito de rugby? Puedes escoger un momento solo. Qué sé yo, tú escoges. Il y a deux moments qui sont vraiment très, très importants. Ok, vale, porque eres international 2, vale. Sí. Parce qu'il y a le moment où vous chantez l'hymne national, pour nous la Marseillaise ou l'hymne espagnol, c'est quelque chose de beau parce que le jour où vous chantez votre première, vous en rappelez toute votre vie. Et après, il y a la deuxième, c'est quand vous arrivez à gagner un trophée, que ce soit champion, même que ce soit champion départemental, régional, national ou le plus beau champion du monde. C'est quelque chose qui vous marque à vie en fait et qui vient valider le travail et l'effort que vous venez de faire en collectif. Et ça, c'est quelque chose de magnifique parce que ça vous lie à vie en fait avec ces gens-là et vous êtes sûr que vous en reparlerez des années. Oh, ha desaparecido. Disculpa. No, tranquilo, estamos aquí. ¿Está bueno? Sí, bueno, ya no te sé la cara, pero te se escucha. Pero ya vamos terminando, no hay ningún problema, ¿no? Bueno, ha desaparecido. A ver si vuelve así justo para despedirnos, pero ya voy traduciendo lo que no... Ah, mira, vuelve. Perfecto, lo añadimos. Va. ¿Está bueno? Sí, ahora está súper bueno. Disculpa. Tranquilo. Y Guilhem, de toute façon, ça c'était la dernière question. Ouais. Et s'il faudrait choisir un, est-ce que tu pourrais le faire ou pas? Le trophée, non, pas de les deux. De les trophées que tu as gagnés, hein, parce que tu as dit que la deuxième, c'est quand tu gagnes un trophée. Il faudrait en choisir un? C'est dur parce que j'ai eu la chance de gagner champion de France, champion d'Europe. J'ai été champion du monde aussi avec les jeunes aussi. Mais c'est vrai que champion de France, c'est quelque chose de particulier, surtout avec Perpignan et tous les Catalans qui étaient toujours là. C'est quelque chose qui a marqué ma vie. Et voilà, je sais que j'ai énormément encore d'attaches et de gens que j'aime à Perpignan. Donc c'est vrai que voilà, on se rappelle forcément ce moment et tous les Catalans
au moins les Catalans du Nord savent ce qu'ils faisaient ce jour-là. Donc c'est quelque chose de très très fort que j'ai vécu avec ma famille. Et voilà, ça fait aussi quand même plus de 10 ans. Donc c'est quelque chose de mémorable, mais qui donne envie en fait d'y regoûter. Fantástico, fantástico. Entonces, lo que nos ha dicho Guillem es que hay dos momentos. El primero es la primera vez que tú cantas el himno de tu país. Porque dice, en ese momento te acuerdas toda tu vida. Pues la primera vez en el cual cantó el himno de su país, te ves toda tu vida que has pasado, los esfuerzos, sacrificios y tal. Y el segundo es, por supuesto, cuando ganas un trofeo. Pero dice, no es tan importante que sea un mundial o algo importante. Puede ser también el trofeo de tu región, de tu club, porque ese te conecta con ese grupo de amigos con los cuales has hecho un sacrificio y has conseguido de ganar ese resultado. Y si tiene que escoger uno entre todos los que ha ganado, que son muchos, porque estuvo campeón de Francia, estuvo campeón de Europa con Toulon y estuvo campeón del mundo con la selección sub-20. Moins de 21. Sub-21. Y entonces se tiene que escoger uno, es muy duro, pero escoge el campeonato de Francia con el USAP. Porque dices que en ese día, bueno, era con su familia, con su pueblo, su tierra, y todos los catalanes, por lo menos los del norte, dice, saben lo que estaban haciendo ese día. Era un día inolvidable. Pues, Guillem, merci beaucoup, muchas gracias. Muchas gracias a tú. Guillem, te mando un abrazo grande. Sí. Y a ver cuándo nos vemos por Montpellier. Sí, cuando quieres. Y también, un abrazo, Guillem, amigo. Hasta luego. También con una Guillem, cerveza. Claro. Coca-Cola, yo tomo Coca-Cola. No. Guillem, Alejandro no bebe cerveza, es inconcebible. Y Guillem, lo último que quiero decirte es agradecerte porque desde el momento que te envié el primer mensaje, bueno, tú eres un superstar internacional, pero muy amable, eso yo creo que eso es el rugby. Y gracias para representar a nuestro deporte de esta manera, Guillem. Con alegría. Adiós. Adiós, merci beaucoup.